Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Pour cette première table ronde, je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements François, Jordan et Luciana. Bonjour à tous les trois. Je vous propose de vous présenter rapidement déjà, nom, prénom, ce que vous faites. Voilà, rapidement comme ça. L'ensemble de l'Assemblée, c'est en train de se remplir et nos participants sauront qui vous êtes. François, je te laisse commencer. Merci Anselme. Donc, je suis François Debois, en charge des opérations learning pour le groupe L'Oréal. Donc, j'ai notamment dans ma besace toute la partie technologie et data associée au learning pour la grande maison L'Oréal. Bonjour à tous, je suis Jordan, je suis en charge du Learning and Development chez Doctolib, ce qui couvre grosso modo les périmètres performance, donc évaluation de la performance, évaluation des compétences, carrière, internal mobility, learning, culture et engagement. Et j'ai rejoint Doctolib il y a 3 ans et demi. Bonjour à tous, Luciana Audon, je pilote l'activité d'Executive Education d'Albert School, qui est l'école qui vous reçoit aujourd'hui. Donc j'en profite pour vous dire que je suis très heureuse de vous voir si nombreuses aujourd'hui dans notre école. Merci pour votre invitation. Merci à tous les trois d'avoir relevé le défi d'être speaker pour cette table ronde où du coup on va parler de quoi ? On va parler encore une fois de la data, du développement des talents et des compétences et comment on arrive finalement à introduire ce sujet dont on a tous entendu parler depuis un an et demi, d'exploitation de la data et de l'IA en RH et en learning et de se plonger là en 45 minutes sur les principaux défis et comment vous traitez le sujet. Alors en première question, que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord de repartir évidemment du début. Ça va mieux quand on commence par là. Pourquoi le sujet de la data et de l'IA en RH est aujourd'hui une priorité pour votre entreprise? Et de commencer par toi, François. Merci Anselme. Alors, en fait, au début de l'histoire, il y a le business. Donc en fait, nous aujourd'hui, on est sur le marché de la beauté. Et on est tous et toutes concernés par ce marché-là. On a de plus en plus envie d'avoir une expérience de beauté très personnalisée, que ce soit pour le soin de notre peau, le soin de nos cheveux, le choix des fragrances. Et donc cette expérience personnalisée, elle passe par de la data et de la technologie. Donc aujourd'hui, une des grosses transformations qui nous impacte, nous, groupe L'Oréal, c'est bien sûr la technologie. Et on a l'ambition de devenir la beauty tech de référence sur le marché. Donc vous avez peut-être vu un de nos produits qui s'appelle Apta, qui est un applicateur en fait de maquillage à destination des personnes en situation de handicap. Et en fait, c'est une belle illustration de cette technologie alimentée par la data en vue de créer de la valeur pour nos clients et puis de la valeur business in fine. Donc notre marché, il est en train vraiment de se transformer et d'évoluer dans cette direction-là. Et bien sûr, par symétrie des attentions, on vit la même chose côté HR et côté learning. C'est-à-dire que nos collaborateurs, ils attendent à vivre une expérience de développement. Ah, on a un verre en moins. Voilà, ouais. Ils attendent à vivre une expérience de développement qui est elle aussi personnalisée. Donc ils attendent qu'en fonction des datas qu'on va capter sur leur parcours au sein de l'entreprise, on puisse mettre à leur disposition des ressources, des moyens, un parcours de développement très personnalisé. Donc pour nous, c'est le premier driver, c'est vraiment ce qui se passe dans le business finalement qui nous irrigue. Donc à la fois pour l'expérience de nos collaborateurs, mais aussi pour l'expérience de nos HR. Donc de plus en plus, nos processus HR et nos processus learning en particulier vont être impactés par la data, par les algorithmes, donc par l'IA progressivement, dans le but de simplifier un certain nombre d'activités transactionnelles, si on commence par là, mais aussi d'augmenter un certain nombre de nos activités, et on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais donc, en fait, en réponse, c'est vraiment le business qui nous drive dans un premier temps. Avec cette notion de beauty tech, cette vision beauty tech propre à L'Oréal, que j'apprécie beaucoup. En parlant de tech, Jordan, de ton côté, c'est un peu différent, puisque vous êtes une boîte de tech à l'origine, et du coup, c'est intéressant de se plonger dans ce sujet aussi. Pourquoi c'est une priorité pour vous de ton côté ? Ouais, quand on a préparé la session, je me disais comment vous parlez de Doctolib en vous disant qu'un de nos enjeux, c'est de dépasser le côté on est vu comme étant une boîte tech, je pense par tout à chacun, pour devenir une IA compagnie.
C'est le défi qu'on s'est lancé il y a à peu près 18 mois. Vous pourriez vous demander, mais mais comment ça se fait qu'on n'ait pas pris ce virage avant? En fait, je pense qu'on l'a tous pris de plein fouet, ce virage, en se disant il faut qu'on s'y prépare. Et puis à un moment, la course est lancée. Elle est lancée parce que la technologie avance à une vitesse incroyable. Et quand il y a 18 mois, on s'est dit il faut absolument qu'on se transforme, sous-entendu que nos produits, ceux que vous pouvez connaître ou utiliser au quotidien, intègrent non pas seulement de l'IA, mais soient basés sur l'intelligence artificielle. Il a fallu à la fois acquérir des compétences. Donc pour ça, évidemment, on peut acheter des entreprises, mais évidemment upskiller l'ensemble de nos équipes tech et produits, tout en continuant à essayer de rechercher les talents. Il se trouve que les talents, ingénieurs, que l'on s'est très bien formés en France notamment, en fait, ils quittent le territoire et ils quittent l'Europe. Et notre difficulté, même si on est un acteur important de ce marché-là, c'est de pouvoir continuer à les attirer, tout en leur montrant qu'on est très fort sur ces dimensions d'intelligence artificielle. Et je voulais prendre un pas de recul aussi pour qu'on prenne tous conscience de ce dont on se parle, c'est qu'à la fin, c'est une transformation business par excellence. C'est qu'on est face tous à un défi qui est que la demande de soins dans les pays européens notamment, elle ne fait qu'augmenter pendant qu'en parallèle, la disponibilité de soins, donc le temps disponible de nos soignants, diminue. Ça, c'est un défi auquel l'intelligence artificielle peut répondre. Et c'est probablement dans l'éducation et la santé que l'impact le plus positif de l'intelligence artificielle va se voir de manière la plus rapide possible. En tant qu'acteur de ce monde de la santé, on a du coup un rôle majeur à jouer pour aller vite. Et pour aller vite, alors on peut acquérir des talents, on peut essayer de les attirer le plus possible et de les faire revenir en France. Et puis on a un enjeu très fort qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble de nos équipes prennent ce virage. On peut se dire naturellement, des gens qui sont très tech native, ils vont réussir à se mettre à utiliser l'IA. En fait, il y a deux dimensions. Il y a une IA pour l'efficacité du quotidien, probablement celle que vous commencez à expérimenter, ou peut-être vous êtes déjà devenu expert de comment elle peut vous aider à gagner du temps. Ça, c'est l'enjeu de productivité. Et puis il y a l'IA pour les experts, sous-entendu nos développeurs, nos ingénieurs, qui eux vont avoir besoin de solutions qui vont être dédiées à la manière de créer des produits qui vont avoir un impact dans vos quotidiens. Et au quotidien, peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui consultez des cabinets parisiens qui utilisent déjà nos solutions, vous l'avez peut-être vu, mais on a déployé depuis décembre une solution d'assistant de consultation. Il y a près de 4000 praticiens qui l'utilisent aujourd'hui. Cette solution, elle consiste en quoi? Elle consiste à faire en sorte que quand vous rendez chez votre praticien, si jamais vous donnez votre autorisation, pendant une consultation, toute la consultation est enregistrée, l'ensemble des conversations sont ensuite bien rangées, codifiées et permettent aux praticiens de gagner un temps incroyable, temps administratif qui était au final très peu utile pour passer du temps de soins de qualité avec vous, en vous regardant enfin dans les yeux. Et ça, c'est un défi, alors c'est une illustration concrète, mais je pense que ça illustre pourquoi, en tant que fonction formation, learning, development, on a dû se positionner sur ce sujet. C'est qu'avant tout, on a des résultats concrets qui vont avoir des impacts sur les patients que nous sommes au quotidien à accompagner. Et pour ça, il y a une révolution des compétences dont on parlera évidemment juste après. Le « je peux regarder enfin le patient dans les yeux » est un bon verbatim. De ton côté, Luciana, en tant qu'école justement data et business, quelle est ta vision sur le sujet importance data IA? Effectivement, donc on est une école de business et de data, et un des messages que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui est que la data n'est pas le précaré des équipes IT et des équipes data, c'est votre sujet à tous les métiers, et vous au sein des directions des ressources humaines. Les Chief Data Officers ne peuvent pas mener seuls la transformation, qui est vraiment un enjeu culturel dans les organisations et qui passe donc par le développement des compétences. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez vous occuper du sujet aujourd'hui. Le deuxième enjeu, c'est celui de la création de valeur. On défend Albert School, c'est cette idée que la data, l'IA sont des outils au service du business, au service de votre activité et de vos enjeux. Ça peut être la rétention des talents, le recrutement. Et donc on verra, je pense, dans cette table ronde, cette idée que la data, l'IA sont vraiment des outils à votre service. Et puis troisième enjeu qui est plutôt celui de la data, l'IA comme objet de formation. On accompagne aujourd'hui plusieurs entreprises dans la formation data et IA de leurs collaborateurs, et un des enjeux de formation à la data et l'IA est un peu cette
tendance au shadow IA. C'est le concept qui dit que en fait, les collaborateurs utilisent l'IA, la data, de manière non maîtrisée et encadrée dans les entreprises. Et donc c'est voilà, un enjeu pour vous, puisque vous devez en fait prévenir ce risque de fuite de données voilà, qui est déjà arrivé à pas mal d'entreprises. Je pense à Air Canada par exemple. Voilà, pas mal d'enjeux, notamment avec l'émergence de l'IA générative. Qui est super accessible et qui voilà, fait que vous devez prendre ce sujet aussi pour prévenir les risques dans vos entreprises. Merci pour cette prise de hauteur, Luciana. Je propose de passer à la deuxième question sur la suite de la table ronde. Moi, un des trucs que j'avais appris quand je travaillais sur ces sujets data, c'était garbage in, garbage out. Et donc, on va se poser la question de d'où proviennent ces données et surtout ces données RH, qui reste un sujet assez sensible, comme tu le disais, Luciana. Et donc, peut-être te passer la parole, Jordan, finalement sur la collecte et l'exploitation des données. Comment vous arrivez à les collecter? Quelles données RH vous utilisez? Moi, je pense qu'il y a deux types de données, si on essaie de simplifier, qui sont les données dites endogènes, qui sont celles que l'on a et qu'on peut capter au travers, on va dire, de nos systèmes. Et chez nous, en tout cas, elle repose majoritairement sur l'évaluation de la performance et des compétences. Donc, on a des revues trimestrielles qui nous permettent de capter, d'évaluer les résultats, l'impact des collaborateurs, de leur permettre d'évaluer leurs compétences. Et donc, grâce à ça, on peut guider un peu mieux le type de programme, de formation, de besoins de compétences que les équipes pourraient avoir. Donc ça, c'est un premier élément. Je pense qu'on capte énormément de choses, il y a ça. Puis après, il y a les données que moi, je vais appeler exogènes, qui sont les signaux qu'on va capter du marché. Les grandes compétences nécessaires aujourd'hui. Alors, on peut venir dans des événements comme celui-là pour aussi capter, évidemment, les tendances. Mais notre job en tant que responsable learning and development, c'est aussi de se dire, ok, à l'ère de l'IA, des compétences comme la capacité de prise de recul, la capacité de questionnement, le fait de développer son empathie, c'est des choses que l'on veut voir au sein de nos équipes pour mieux maîtriser ces outils-là. Et donc on confronte le côté j'ai un besoin très concret exprimé soit au travers de ma job profile ou de mon set de compétences nécessaires à mon job au quotidien et les compétences sur lesquelles on se dit qu'il y a un besoin d'anticipation, celles que je viens de citer par exemple et celles que j'ai pas de doute sur lesquelles vous vous posez des questions au quotidien. Super clair, merci. François, de ton côté, est-ce que tu l'envisages de la même manière, endogène, exogène? Et quand on préparait, tu me parlais aussi de l'importance de justement la qualité des données. Alors oui, on a aussi notre stock effectivement de data endogène. Alors on a notamment de la captation data de la part de nos apprenants eux-mêmes. Alors tout comme toi, Jordan, nos apprenants sont amenés à déclarer leurs skills dans nos systèmes. Alors pour nous, ça représente globalement aujourd'hui 430 000 points de déclaration. Donc ça commence à devenir intéressant. Et en sachant qu'on a un défi qui est la fiabilisation de cette data-là, en fait. Et puis on a une deuxième zone de captation qui sont nos professionnels des HR, professionnels des learning, qui vont être aussi amenés dans tous leurs gestes au quotidien, gestes transactionnels, à alimenter en data nos systèmes. Et donc pour revenir à l'expérience de personnalisation, si on veut personnaliser l'expérience de développement, à un moment donné, il faut qu'on comprenne où se trouvent nos collaborateurs en termes de skills proficiency. Et donc ça, c'est une data qui vient de nos collaborateurs. Il faut que nos collaborateurs learning et bien mapper en fait les skills avec les bons programmes et qu'on ait bien les bonnes skills avec les bons jobs. Donc on a plusieurs zones de fragilité en fait dans le système ou de force quand ça marche bien. Mais si on est en zone de fragilité, finalement l'expérience de personnalisation à l'arrivée elle est pauvre. C'est-à-dire que si j'ai mal à un moment donné scoré, évalué mes skills, si j'ai mal matché mes solutions de learning avec ces skills-là, à la fin on arrive à un résultat un peu fluffy et finalement assez déceptif. Donc on a un enjeu qui est de fiabiliser en fait la data et pour nous ça passe par le fait de mesurer la data quality. Donc quelque chose qu'on a commencé à faire il y a 3 ans, c'est vraiment mesuré. Il y a 3 ans on avait 11% de non-qualité dans notre data. Aujourd'hui on est à 5% de non-qualité. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Donc l'enjeu en fait, et c'est le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de mesurer en fait votre qualité de la data, de chercher à l'améliorer, donc de rentrer dans des dynamiques d'amélioration continue, tout en vous disant, même si ma data est pourrie, je ne m'interdis pas de l'utiliser. Parce que finalement, plus on va l'utiliser, plus on va avoir envie de la fiabiliser.
Et à contrario, si on s'attend d'avoir 0% de non-qualité pour l'utiliser, on est mort en fait, parce qu'on n'y arrivera jamais. Donc il faut être très pragmatique, donc à la fois avoir cette ambition d'amélioration continue, et en même temps être vraiment centré sur l'utilisation de la data, la faire vivre, la rendre visible, etc., pour donner envie justement de la fiabiliser et qu'elle crée de la valeur. Super clair, merci beaucoup. Et j'aimerais du coup qu'on rentre dans ce sujet au-delà de d'où vient la donnée. On voit que cette donnée RH, elle provient du collaborateur. Et du coup, comment on arrive à l'engager et comment on arrive à échanger avec lui sur de la data RH. Peut-être, Jordan, tu veux revenir là-dessus. Notamment, tu me disais, le levier learning peut être un levier efficace à ce sujet. Ouais, je pense qu'on l'évoquait ensemble en préparation, on a la chance d'avoir une culture de l'apprentissage et de la volonté d'améliorer son expertise au quotidien qui fait que travailler sur ses compétences, c'est presque une routine. On dit même chez Doctolib, si on veut être performant, il faut être compétent, et donc plus tu travailles sur tes compétences, plus tu seras performant à la fin. Ok, ça peut paraître simple, mais en tout cas c'est une simplification qui parle à tout le monde. La réalité, c'est qu'en faisant cette gymnastique au quotidien, évaluer ses compétences ne devient pas un exercice trop stressant. C'est-à-dire que souvent, on le faisait une fois par an maximum dans le cadre des entretiens annuels avec énormément de pression derrière, etc. Si là, on en fait quelque chose de plus routinier, alors à ce moment-là, ça devient presque un jeu. Encore une fois, j'extrapole, mais ça peut devenir un jeu. Et donc, la pratique ensuite d'aller se former devient elle-même une routine. Et donc, on a des données de meilleure qualité. Pourquoi des données de meilleure qualité ? Parce qu'au final, et je veux détendre tout le monde sur le sujet, c'est-à-dire que j'étais impressionné par ce que François disait en disant autant de points de contact, c'est incroyable. Nous, on a à peine lancé notre système d'information un peu plus fiabilisé il y a 3 ans, et donc on est à peine déjà dans le fait que tout le monde arrive à s'assesser régulièrement avant de penser à la qualité de la donnée. Mais ce que tu disais est très juste aussi, c'est qu'il faut bien démarrer, et souvent on a peur de prendre des actions avant que tout soit fiabilisé. Résultat, on bouge pas trop. Là, on prend des partis pris. Le parti pris, c'est de dire, en fait, on fait confiance aux gens. Et grosso modo, quand ils nous disent, j'ai envie de travailler sur cette compétence, ou je me suis évalué un petit peu en dessous par rapport à ce que le niveau attendu, ok, on met le paquet sur ce sujet-là. Et puis après, bien entendu, en tant qu'entreprise, on fait des choix. Il y a des programmes un peu régaliens. On parlera de l'IA tout à l'heure, évidemment. Mais ça nous permet d'avancer, tout en travaillant, évidemment, dans le fond, sur la fiabilisation de toutes ces données. Et tu me disais que chez Docto, vous avez réussi à quasiment faire de l'assessment un sport, un côté assez ludique. Tu veux en parler en 2 mots ? Pareil, j'aimerais que ça soit un sport pratiqué par 100% des gens. Je pense que dans cette salle, on aimerait tous aussi. La réalité, c'est que quand c'est vu comme étant une habitude, encore une fois, quand on se dit, je vais prendre le parallèle avec la santé, si faire du sport permet d'être en bonne santé, ça ne veut pas dire que 100% des gens, parce qu'ils ont envie d'être en bonne santé, feront du sport. Mais si on a tous envie d'être performants au quotidien et qu'on a cette logique de le développement de mes compétences, l'investissement sur mon expertise va me permettre d'être plus performant et aussi de faire mes propres choix de carrière pour la suite de mon parcours, que ce soit chez Doctolib ou ailleurs, alors on a gagné. Et je pense que là où nous, on a réussi à en faire une habitude, c'est quand on a positionné l'évaluation des compétences comme étant une phase clé de l'évaluation de la performance. Elle revient très régulièrement chez nous, ça permet de se mettre d'accord sur les priorités qui peuvent très vite changer dans un environnement qui, encore une fois, va très vite. Et le fait d'avoir ce moment d'opportunité de discussion avec son manager tous les trimestres fait que on n'a pas un enjeu de se dire si je loupe une compétence là, je ne vais pas en reparler avant 1 an. Ou si en tant que manager, je ne lui dis pas qu'il a la liste de toutes, ou elle a la liste de toutes ses compétences à travailler dans l'année, alors on n'en parlera jamais. On peut se permettre de se faire des mini-sprints en se disant j'en sais rien, tu es d'une équipe sales, tu dois travailler absolument sur ton closing pour signer davantage de contrats. On met le paquet ensemble, moi en coaching, peut-être avec une petite formation pour faire en sorte que tu progresses sur cette compétence. Super clair, merci beaucoup. François, de ton côté, justement, comment vous arrivez à créer de l'engagement autour de ce sujet ? Est-ce que aussi il y a cette logique de rituel, de conversation, de développement ? Alors complètement, et du coup j'aurais pu t'enregistrer, Jordan, et repasser ça dans le micro parce qu'on est sur la même dynamique en fait de conversation pour alimenter cette déclaration de skills qui va à nouveau alimenter l'expérience de personnalisation. Donc on est très proche finalement dans cette dynamique-là. Et puis après, pour nous, l'autre axe, c'est aussi de stimuler nos professionnels du learning sur cette captation de data, donc faire vivre la data dans notre écosystème. Alors ça passe par des choses aussi simples que de démarrer nos réunions par de la data.
Ça semble très simple, mais en même temps, ça fait vivre en fait une dynamique de data dans les équipes et ça montre qu'on l'exploite, mais qu'elle est présente. Par le fait d'intégrer la data dans nos processus, dans nos routines. Là, par exemple, on va entamer le cycle de business reviews de nos 12 plus gros pays là, au mois d'avril. Bon, les business reviews de nos pays sur la partie learning, elles sont alimentées par la data. Donc on leur communique un template qui est alimenté par la data, ça soigne de la data de tous les côtés, mais parce que ça nous force à nous acculturer, là encore, à manipuler la data. Et enfin, en fait, on est aussi L'Oréal, donc on a une culture du marketing. Voilà, on est un peu tombé dedans quand on était petit. Donc on a aussi ce défi de rendre la data engageante, sexy, sympa. Donc on est aussi en train de réfléchir à des formats pour que cette data soit désirable, on va dire, pour l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit les employés ou que ce soit nos collaborateurs du learning. Donc c'est quelque part l'enjeu de marketer la data, make data sexy again. J'ai toujours adoré travailler avec L'Oréal parce que c'est une des boîtes que je connais où finalement il y a beaucoup d'anciens de RH qui sont anciens marketeurs. Et donc évidemment le sujet du marketing du learning et de créer un programme de learning comme si c'était la nouvelle ligne de maquillage, ils savent faire, ça c'est sûr. Alors si votre projet interne n'est pas marketé chez L'Oréal, c'est insolite. C'est très étrange. Donc, je voudrais te passer la parole, Luciana. De ton côté, vous avez carrément mis en place pour vos étudiants quelque chose qui est assez original, dont tu peux nous parler. Oui, donc on a effectivement déployé une plateforme d'apprentissage qui s'appelle Albert Mind, qui est basée sur de l'IA générative. C'est donc une plateforme qui est déployée auprès des étudiants, aussi auprès des entreprises dans le cadre de formation professionnelle. Qui s'inscrit à la fois en amont d'un cours ou d'une formation, plutôt comme un test de positionnement des participants, et puis pendant et après la formation pour consolider les savoirs et personnaliser l'apprentissage sur les points individuels de chaque apprenant. Et puis après, du coup, la formation aussi pour mesurer l'acquisition des savoirs et l'avant-après. Donc c'est un véritable outil pédagogique à la fois de personnalisation de l'apprentissage du point de vue de l'apprenant. Et pour nous, en tant qu'école, on a vraiment cette ambition de pouvoir dessiner la plus parfaitement possible d'ici quelques années la courbe d'apprentissage de chaque apprenant. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif avec cet outil. Super intéressant, merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour toi, François. Finalement, comment les collaborateurs, les L'Oréaliens, comme on les appelle, ont réagi face à tous ces changements finalement liés à la skills-based organization et à ces sujets de compétences et à la dataification des compétences? Très mal. Non, c'est une blague. Non, en fait, on a eu un défi qui a été de lancer cette démarche-là l'année dernière. Donc là encore, on l'a fait à la mode L'Oréal, en la marketant, en faisant un lancement mondial. Notre ambition, en fait, quand on l'a lancé, c'était que au moins 50% de nos collaborateurs aient déclaré leurs skills dans nos systèmes et qu'au moins 50% se soient connectés à notre plateforme qui s'appelle One Learning, qui est notre LXP, donc qui propose cette expérience de personnalisation. Donc fin d'année, on a dépassé très largement nos 50%. On a 46 000 personnes qui ont déclaré leur skill, beaucoup plus qui se sont connectés en fait à One Learning. Donc on a fait un beau lancement, alors qui est passé. Alors, je parlais du marketing, mais par exemple dans le narratif qu'on a mis en place, on a mis en place ce qu'on appelle les Guardians of the Gala Skills. Bon, pour ceux qui sont familiers avec le cinéma, ça vous évoque peut-être quelque chose, et les comics. Donc tout l'enjeu, ça a été, là encore, de rendre le sujet engageant pour les collaborateurs, pas trop technique, surtout pas trop HR, en fait. Et l'enjeu, c'est que ce soit vraiment centré sur le parcours, mon parcours en tant que collaborateur dans l'organisation, ce que ça peut m'apporter dans le business. Et là encore, tu le disais très bien tout à l'heure, Jordan, je déclare mes skills peut-être de manière très tactique pour les 3 mois qui viennent pour augmenter mes ventes, et c'est formidable, c'est très très bien si c'est ça. Donc on a eu en fait plutôt un très bonne adoption en fait de notre démarche, et du coup pour nous un bon moyen de capter de la data, avec un enjeu maintenant pour une entreprise comme la nôtre qui est de passer du lancement plutôt très réussi à l'adoption sur le long terme, ce qui est un combat pour nous. Donc le nouveau finalement KPI que j'ai fixé cette année là à nos pays, c'est 1 million de connexions
sur notre plateforme. Alors pourquoi 1 million? Parce qu'on aime bien les chiffres qui claquent. Donc c'est un chiffre tout rond, ça fait la blague. Et parce que ça nous met du stretch aussi. C'est-à-dire que si on fait rien, en gros, on aura 600 000 connexions. Donc il va falloir aller chercher 400 000 connexions en plus. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous drive dans une entreprise comme la nôtre. C'est ce côté entrepreneuriat et c'est ces chiffres qui claquent. Donc, voilà, marketer la data et marketer nos KPI. Merci beaucoup. De ton côté, Jordan, toi tu me disais que le learning, encore une fois, avait une place à jouer dans ce dispositif et était un véritable pilier finalement de votre culture, ce qui est une chance dans une boîte tech. Oui, j'ai la chance d'avoir, chez Doctolib en tout cas, un playbook donc, qui définit un petit peu la manière dont on veut opérer et dont on attend que nos équipes travaillent, qui place le learning comme 4e pilier. Donc on a 4 piliers, le learning depuis le début en fait partie. Ça va dans la logique de continuer à être toujours plus expert et à se challenger évidemment au quotidien. Mais du coup c'est un terreau ultra fertile pour ce genre de période où en fait on n'a pas une transformation des mentalités à opérer pour amener les gens à passer du temps à apprendre. Au contraire, on a, je pense, la chance d'avoir des équipes exigeantes. Elles sont exigeantes sur le fond du contenu, exigeantes sur la manière dont on le délivre. Et en l'occurrence, pour reparler d'intelligence artificielle, on a lancé, là, il y a 2 mois, une plateforme, enfin en tout cas un outil qui s'appelle Dusk, que certains, j'imagine, connaissent déjà. Entreprise française qui permet d'agréger et de créer des assistants. Powered by IA, bien sûr. Au départ, l'ambition, c'était pas seulement de déployer un outil, c'est évidemment de générer en interne de l'efficacité et de la productivité. Un peu une tagline qui était comment est-ce qu'on rend 20% de temps aux gens dans leur quotidien. 20%, c'est quasiment une journée de travail, donc c'est pas rien. Et ces 20%, c'est pas pour passer à la semaine de 4 jours, mais pour continuer à passer plus de temps auprès des praticiens, au service, encore une fois, du système de santé qu'on veut rendre encore plus simple et efficace. Et pour ça, on a lancé évidemment des initiatives learning pour accompagner, la maîtrise des compétences. Il faut des compétences un peu techniques pour pouvoir dépasser la simple utilisation de l'outil. Et puis faire en sorte que des choses aussi simples que poser une question à l'IA pour avoir une réponse de qualité, être en empathie avec ses utilisateurs, soit des réflexes au quotidien pour l'ensemble des équipes, qu'on soit expert technique et qu'on pratique l'IA et qu'on utilise l'IA au quotidien à l'intérieur de nos outils, ou qu'on soit dans nos équipes Customer Service, dans nos équipes commerciales, pour faire en sorte, encore une fois, que l'IA soit au service de l'efficacité et de l'impact qu'on veut avoir sur nos différents métiers. Super, 1 heure d'apprentissage par semaine est aussi une tagline qui claque, je trouve. Merci beaucoup. On peut peut-être rentrer dans un autre sujet qui évidemment m'est cher chez Nouma, c'est le rôle des managers dans cette transformation et de quelle manière vous arrivez à les accompagner sur cette mission qu'ils ont d'accompagnement. Toi de ton côté, François ? Alors, pour nous, c'est passé l'année dernière effectivement par un dispositif d'accompagnement de nos managers pour qu'ils soient en capacité d'aider à la déclaration des skills. Donc, dans le modèle qu'on a marketé, à nouveau, on a appelé ça les 3D. On discuss your skills, vous discutez vos skills avec votre manager pour challenger votre perception. Ensuite, vous les déclarez, c'est le 2e D, declare. Et ensuite, vous vous développez à l'aide de la plateforme OneLearning. Donc l'enjeu, c'était d'équiper nos managers pour qu'ils soient en capacité d'accompagner ce geste de conversation, qui n'est pas si simple que ça en fait. Il est à la fois naturel, mais il faut l'accompagner, il faut l'outiller. Et donc on a monté en fait une déclinaison de notre Guardians of the Galaxies Workshop pour les managers, pour les mettre en capacité d'accompagner leurs collaborateurs dans la déclaration, de les challenger, de les aider à trouver leur chemin en fait par rapport à ça. Ce qui a été un gros catalyseur de l'adoption. Et là encore, c'est rien de nouveau, mais l'adoption se fait parce que les collaborateurs y croient, parce qu'ils sont dans un écosystème qui est supportif, et parce que la technologie derrière est OK en fait, fait le boulot. Donc on a réuni ces conditions-là pour que ça fonctionne. En effet, je pense que ça peut être un des pièges aussi sur ces sujets data IA, de penser que les outils, les plateformes vont tout faire, d'où l'importance des conversations dont tu parles pour faire le change d'un point de vue humain en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu le miroir aux alouettes, parfois la technologie, de se dire, enfin super, j'ai une solution qui est formidable, et nous-mêmes, on a pu, en développant nos technologies, avoir un peu ce fantasme-là. On dit, waouh, c'est canon, on a fait une tech, c'est chouette, la plateforme est sympa, donc on va avoir de l'adoption. En fait, non, et c'est évident que non. Donc il faut bien aller accompagner nos collaborateurs, nos managers avant tout, et la technologie vient en support de ça, en fait. L'innovation, on disait... il ne faut pas tomber amoureux de son produit, c'est un peu ça. Oui, complètement. Et du coup, pour nous, dans la démarche d'accompagnement, on a aussi cherché à se professionnaliser sur le change management. Donc on a vraiment travaillé sur le modèle ADKAR, pour ceux à qui ça peut parler dans la salle, pour le faire de manière très robuste, très solide, et pas rater d'étapes en fait, dans la manière dont on accompagnait l'ensemble de nos cibles. Passionnant. Merci beaucoup. De ton côté, Jordan, comment ça s'est passé cet accompagnement, engagement des managers ? Je pense que c'est en cours. Et pareil, je vais essayer de filer la métaphore des praticiens de santé. On se disait en préparation de cette table ronde que en fait, nos managers, c'est un peu des archéologues de la data, eux aussi, un peu comme quand vous allez chez le médecin. En très peu de temps, votre médecin, il doit se rappeler, vos historiques, si jamais il vous a eu avant. Et la plupart du temps, vous venez aussi pour des premières consultations. Le manager, donc, il doit se souvenir de beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans votre semaine, où vous en êtes, quel est votre plan de développement, si jamais vous en avez déjà eu un, quels sont vos enjeux du moment, quels sont vos drivers, pour prendre la meilleure décision ou avoir la meilleure posture pour vous accompagner. Et donc, là où, côté patient, on développe le plus de solutions possibles pour aider les praticiens de santé à prendre la meilleure décision dans le temps le plus réduit possible, je pense que notre enjeu, c'est d'accompagner les managers à prendre la bonne décision au bon moment. On se le disait tout à l'heure, on multiplie les occasions d'avoir des discussions de qualité, discussions autour de la performance, discussions autour du développement, pour s'appuyer sur les données à disposition pour prendre les meilleures décisions, nourrir les plans de développement, prendre des décisions d'augmentation, de promotion, etc., etc. Mais la réalité, c'est que nos managers, dans leur quotidien, ils ont besoin d'un sparring partner un petit peu pour eux aussi être capables de répondre à leurs grands questionnements. Et on va tester à partir du deuxième semestre une solution d'IA coaching. Donc pour généraliser le coaching à l'ensemble, pas seulement de nos managers, mais aussi des individuels contributeurs qu'on arrive très souvent très mal à accompagner, qui ont eux aussi des équipes projets souvent très complexes à accompagner, pour les aider à continuer à se développer et à avoir au quotidien des solutions qui d'habitude sont réservées plutôt aux leaders. Et qu'on arrive à démocratiser avec, encore une fois, des frameworks qu'il y a, une qualité de contenu qu'on arrive et qui s'enrichit de plus en plus. Et donc on va essayer de les accompagner de cette manière-là. À la fois, ça permet de les onboarder sur l'usage, parce que c'est vrai que certains managers ne prennent pas le virage de l'IA, et même certains managers chez Doctolib qui peut être vu comme une entreprise de technologie. Donc c'est une manière de développer de l'usage et de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes promoteurs auprès de leurs équipes ensuite. Super, j'espère que tu n'auras pas comme verbatim pour le coup. J'ai enfin pu regarder dans les yeux mon collaborateur. Malheureusement, je crois que si je devais expliciter le bénéfice de ce que ce type de solution pourrait permettre, parce qu'encore une fois, le coach IA, je pense, aura plutôt un impact en dehors de l'intimité managériale, mais en réalité, la métaphore de notre praticien de santé qui utilise une solution d'IA ou un assistant de consultation, elle devrait pouvoir se reporter à tous nos managers et puis nous-mêmes probablement managers, qui avons nos téléphones, nos ordinateurs portables ouverts pendant les meetings, alors que ce qu'on veut, c'est créer du lien, enrichir la relation. Et au final, on est souvent extrêmement pollué par les sollicitations et la to-do qu'on a très envie de refiler à nos team members. Là où en fait, ce qui crée leur engagement et leur performance sur le long terme, c'est le coaching qu'on va pouvoir leur apporter, ou en tout cas la manière dont on va pouvoir les accompagner. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question, peut-être pour toi, François, pour commencer, sur vraiment ce métier, pour le coup, de L&D, la stratégie L&D. Comment est-ce que chez L'Oréal, vous avez opéré ou vous comptez opérer cette transformation aussi dans la manière de penser vos offres de formation en se basant sur ces éléments data IA ? Alors, aujourd'hui, on est un peu... face à une impasse dans la mesure de l'efficacité de nos actions de formation. On parle du sujet là depuis 25 ans en fait, et puis à chaque fois on nous ressort, voilà, on va se refaire le Kirkpatrick by the book, etc. On va se refaire la pyramide, et in fine, on arrive toujours un peu au même
sur le même type de solution. Donc je ne sais pas s'il y aura une solution miracle en vrai, mais pour nous, c'est vrai que le fait d'avoir de nouveaux points de données sur les skills, c'est un magnifique miroir des actions de formation qu'on déploie. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, maintenant qu'on a ces points de données, c'est de regarder quand un collaborateur participe à un programme de formation, quel que soit le format, est-ce que ça a une incidence sur sa déclaration de skills sur le moyen terme? Est-ce qu'on voit des corrélations se dessiner? Est-ce qu'on voit des programmes où c'est systématique? Est-ce qu'on dans un sens ou dans un autre? Donc des programmes qui sont censés skills-based, qui se traduisent par 0 déclaration en 1 an, on peut s'interroger sur est-ce que finalement c'est le bon contenu? Est-ce que c'est la bonne pédagogie? Est-ce que c'est le bon format? Donc là, on est en train de rentrer dans cette ère-là, de pouvoir confronter vraiment un jeu de données sur des programmes de formation d'un côté ou des solutions de formation au sens large, et puis des skills d'un côté, et puis de la perception d'impact quand même qu'on continue à capter par du survey, et puis demain des données du business. Ce qui nous permet de faire ça, c'est la standardisation de la data. Donc c'est le fait d'avoir du SDDS pour ceux à qui ça parle dans la salle, donc le fait de pouvoir standardiser la donnée, de l'avoir dans des data lakes communs, de pouvoir jouer avec, de pouvoir créer des corrélations. Auparavant, ça c'était de la science-fiction. Maintenant, pour nous, ça devient de l'ordre du possible, de pouvoir faire ces confrontations et de rechercher des insights. Donc on n'y est pas encore, hein. On est vraiment là, on a passé la phase, on va dire, de collecte. Maintenant, on va rentrer dans la phase de confrontation de la data, de recherche d'insights, avec comme enjeu, en bout de course, de rationaliser notre portefeuille. C'est-à-dire de se dire finalement, aujourd'hui, notre portefeuille d'offres de formation, c'est 11 000 offres qui sont dans nos systèmes. D'accord ? Sur ces 11 000, vous en avez 20 qui font 10% d'activité, vous en avez 100 qui font 50%, d'accord ? Vous en avez 1000 qui font 91%. Donc on a matière, en tout cas, à rationaliser notre offre. Donc il y a potentiellement 10 000 offres dont on devrait se poser la question, est-ce que je les garde ou qu'est-ce que j'en fais, en tout cas ? Donc on a un vrai enjeu de faire ce travail-là, maintenant qu'on a des points de données pour rationaliser. De ton côté, Jordan, est-ce que moins mais mieux, c'est un sujet qui te parle aussi ? Oui, complètement. Et j'ai écouté François, évidemment, avec attention. Tu parlais de ça. Ça fait 25 ans qu'on nous pose cette question-là. Nous, il y a 25 ans, on n'existait pas. Et je pense qu'après 10 ans, puisque Doctolib a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. En fait, on s'est beaucoup équipé. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, la chance de mettre le learning au cœur de notre manière d'opérer. On s'est extrêmement équipé, donc on a une bibliothèque qui est très riche. Mais en fait, on se rend compte que l'usage est au final de plus en plus faible. Comme s'il y avait une forme de learning fatigue dans le quotidien. Et en fait, moi, je fais un parallèle assez facile avec notre manière de consommer du contenu en règle générale. Et si on prend Netflix comme plateforme pour tout le monde, en fait, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, on finit par y aller quasiment sans but, en espérant se détendre ou apprendre quelque chose ou découvrir une nouvelle série, mettons. Et qu'en fait, l'enjeu pour nous, aujourd'hui, c'est de réussir à avoir ce que Netflix a très bien fait, qui est une capacité de personnalisation sur la base de ce qui a été vu auparavant, sur la base des compétences notamment, et de connecter donc nos différentes sources de données, mettons à l'échelle RH, nos différentes sources de contenu, les évaluations de performance, les évaluations de compétences, à nos contenus de learning. Et je pense qu'on réussira à avoir une expérience personnalisée, ce qu'on n'a pas du tout encore de notre côté, le jour où, on aura les outils pour le faire, et aussi on rendra un peu davantage le pouvoir à l'apprenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il subissait beaucoup. Nous, on est une entreprise qui exécute plutôt très bien, donc on poussait du contenu, et puis on espérait que les gens absorbent. Nous, comme ils sont plutôt bons élèves, ils absorbaient beaucoup, et puis au bout d'un moment, en fait, il y a une forme de lassitude qui s'opère. Et puis les gens en fait veulent reprendre le pouvoir sur leur apprentissage. L'IA est un formidable vecteur pour ça parce qu'en fait ils peuvent quasiment poser une question et avoir une réponse. On espère la plus qualitative possible. C'est l'avantage d'avoir une grosse base de contenu. Mais on s'est aussi rendu compte en faisant un petit test qui était aussi quelque chose d'extrêmement soutenable, c'est qu'on a supprimé 30% des contenus de notre catalogue. Personne n'a rien vu. Et donc ça n'a manqué à personne. Probablement parce qu'on se rassure avec une grosse quantité, c'est comme toujours. Mais en fait, si on se rendait compte de la place que ça prend dans nos serveurs et si on mettait ça dans une grande bibliothèque, mettait que tout ça soit rempli, en fait, ce qui fait peur, c'est de rentrer et de se dire mais par quel bouquin je commence ? Et en fait, nos apprenants, ils sont un peu face à ça. Ils ont besoin d'être guidés.
commencer par sur quelles compétences je dois investir pour bien réussir dans mon job, c'est peut-être une première étape un peu saine avant d'espérer, j'en sais rien, en faire des champions de l'IA ou du leadership ou de quoi que ce soit d'autre. Super, j'ai quelque chose qu'on entend rarement, de supprimer une partie du catalogue et d'augmenter son reach. Donc j'aime bien se parler vrai. Merci beaucoup Jordan. On va arriver à la conclusion de cette table ronde. J'aimerais te repasser la parole, Luciana, sur une dernière question de conclusion. Finalement, c'est quoi pour toi les compétences qui deviennent clés aujourd'hui à l'ère de l'IA et de la data ? La data et l'IA sont des compétences clés. Je pense que vous avez sans doute lu le rapport Future of Jobs du World Economic Forum qui dit que les compétences analytiques sont les premières compétences à développer chez vos collaborateurs et chez vous aussi au sein des directions des ressources humaines. Donc c'est sûr que c'est mon premier mot de conclusion, mais j'aimerais quand même le nuancer. Voilà, parce qu'en fait, la data, l'IA aussi apporte une sorte d'efficacité dans nos processus de travail et implique en fait qu'on soit critique. Je pense notamment à l'IA générative. J'ai souvent des échanges avec les professeurs qui interviennent à Albert School auprès de nos étudiants et qui nous disent il faut développer l'esprit critique, la capacité de résolution de problèmes, à se remettre en question, à poser des questions, la curiosité vont devenir des compétences qui vont nous différencier aussi de ces machines et de l'IA. Et je pense que c'est vraiment essentiel de repartir avec ces deux idées de cette table ronde. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos trois speakers. Merci beaucoup. On a essayé d'être le plus sharp possible, d'aller droit au but, à l'essentiel, et en même temps d'avoir des exemples concrets. Un grand merci, je pense qu'on a réussi le défi. Vous nous direz, en même temps, c'est vous les juges. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est toujours le premier. C'est toujours la première question qui fait mal. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Ah, il y a une deuxième question, parfait. Merci pour votre deuxième question. J'arrive. Ah, je peux le tenir si vous voulez. Merci. Une question pour François. Comment on démarre une réunion par la data ? C'est quoi concrètement comment on fait ça ? Alors, comment on démarre une réunion par la data ? En fait, de manière assez simple. Nous, on commence notamment toutes nos réunions de communauté learning par de la data du business. Donc pas par de la data du learning, pas par de la data du HR, on donne des data du business. Et ça a un effet, je trouve, assez fort, parce que ça connecte en fait nos collaborateurs, qui ne sont pas toujours connectés à cette data-là, vraiment en réalité du business. Puis ça montre que la data, elle est utilisée dans le business. Donc en fait, c'est plus qu'un stratagème, en fait, c'est une vraie ambition qui est de se dire, n'oublions pas qui sont nos clients. Et en fait, la data importante, in fine, c'est pas tant la nôtre que celle du business. Est-ce qu'in fine, on est sur des scénarios de croissance ou est-ce qu'on est en souffrance, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas forcément de plus de mise en scène que ça, que de dire qu'est-ce qui se passe sur nos marchés, qu'est-ce qui se passe dans nos 4 grandes divisions, et démarrer par ça. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner, en tout cas aujourd'hui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Une vraie deuxième question. Ouais, merci beaucoup pour l'intervention. Tout à l'heure, vous parliez d'utiliser l'IA pour analyser les compétences manquantes et les besoins de formation. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers pour ça et quelle est la démarche de votre équipe learning pour traiter, pour prioriser, comment ils travaillent avec l'IA pour donner une suite en fait à cette analyse. Merci. Honnêtement, chez nous, on est au tout début. Il y avait déjà des modèles qui existaient sur G-Sheet tout simple. C'est qu'on faisait des competency gap analysis, donc des gaps de compétences analysés dans des tableaux Excel qui là peuvent être automatisés avec l'IA. Quand je dis automatisé, c'est que vous créez un assistant qui, sur la base de vos job profiles ou job génériques, si jamais vous en avez, vous permettent de comparer le niveau auquel les équipes sont versus le niveau cible.
Donc ça vous donne ensuite des diagrammes en fonction de la manière dont vous voulez le concevoir. Aujourd'hui, nous, on n'est pas équipé d'une talent marketplace qui nous permettrait de l'avoir de manière intégrée. C'est le fameux rêve de tout RH, j'imagine, d'avoir de manière connectée l'ensemble de votre écosystème, performance, learning, développement. Aujourd'hui, on le fait un peu à la main, sur certaines populations clés, par exemple, en reprenant des modèles qui étaient auparavant sur Geshita. Alors, même chose pour nous. Pas de talent de marketplace à ce stade, même si c'est l'ambition à terme. Donc, on est, je pense, au même stade de maturité dans la collecte de la data en vue d'en faire quelque chose. En fait, au-delà de l'algorithmie, nous, ce qui commence à être intéressant, c'est de connecter là, à nouveau les enjeux du business avec notre histoire de skills. Donc, quand vous êtes dans un de nos pays et que vous demandez en fait, au general management, au local, bon, quels sont les 5 skills qui vont contribuer le mieux à ton ambition de l'année? Et que vous réussissez, au travers d'un processus qui est très humain, qui passe par de la facilitation de workshop, etc., vous réussissez à accoucher de ces 5 skills-là, bah, c'est gagné. Là, tu disais tout à l'heure, Jordan, tu es dans le top 4. Donc, je ne sais pas, la seed learning passe dans le top 4 chez nous, mais en tout cas, ça installe le learning à la table de négociation, ou en tout cas, à la table des conversations du COMEX. Et donc là, ça ne passe pas par de l'algorithmie, ça passe vraiment par du conversationnel, mais qui derrière, qu'on peut outiller par de la data. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, bah, voilà les skills qui peuvent contribuer au business, où est-ce que j'en suis dans mon pays sur ces skills-là, je peux produire une heatmap parce que j'ai la data, et je peux dire au COMEX, bah, voilà, là tu regardes sur ces 5 skills-là, il y en a une, voilà niveau de proficiency, là on est là, donc du coup s'il faut investir, bah, c'est là-dessus, on y va, et bingo. Et donc là on a un levier pour obtenir des moyens et financer nos actions de développement. Donc pas d'algorithmie en amont, mais par contre de la data en aval pour appuyer le processus de prise de décision. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions? Ah, super, merci. Dernière question, et après on clôture. Merci. Je me demandais un peu comment vous adressez l'enjeu éthique de la data, de l'usage de l'IA, et notamment tout ce qu'il y a autour du dialogue social et de l'enjeu, puisqu'on parle de futur du travail, de remplacement de certains métiers, certains emplois par l'IA. Voilà, comment on met en parallèle avec l'usage de l'IA pour développer des compétences. Gros sujet, data for good, éthique de la data. Qui veut prendre la parole? Allez, merci Jordan. Non, je m'y essaie, mais en fait, ma plus grosse crainte, c'est de te décevoir parce que je vais faire une réponse où, en gros, ce que j'ai dit tout à l'heure reste vrai. L'objectif, en tout cas en interne, c'est comment est-ce que l'IA peut nous aider à développer des meilleurs produits pour nos praticiens, pour nous en tant que patients. Okay. Et puis, deuxième dimension, comment l'IA peut nous aider à être plus efficace, plus productif, gagner 20% de temps. Entreprise en très forte croissance, notre enjeu, c'est que ce temps puisse être réinvesti dans l'innovation, dans le développement de nouvelles solutions. Et donc l'objectif, c'est pas le remplacement de ces jobs, c'est de pouvoir éventuellement allouer nos investissements au bon endroit. Mettons en faisant en sorte que on ait encore plus d'ingénieurs qualifiés, en pouvant attirer des talents qui ont quitté l'Europe pour des salaires attractifs, j'en sais rien, aux États-Unis notamment, et en faisant en sorte aussi que toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée puissent éventuellement être automatisé pour remettre aussi plus d'humain. Le moins mais mieux de tout à l'heure, il vaut aussi sur la relation interne. Dans nos, si on a des équipes Learning and Development qui passent moins de temps à faire du learning design, mais plus de temps à accompagner les équipes en salle de formation, à faire des workshops, alors on y gagne tous en termes d'impact, je pense, à la fin. Et donc, voilà pourquoi j'avais peur de décevoir un peu, c'est que quand on discute avec notre CSE de ces questions-là, on discute plus, c'est un peu comme quand on discute avec les praticiens de santé sur est-ce qu'au final les solutions d'IA vont amener à la disparition de nos assistantes médicales ou de nos secrétaires médicales dans les cabinets. En fait, notre réponse, elle n'est pas que marketing, elle est la réalité, c'est que si on permet à une assistante de ne pas être bloquée au téléphone toute la journée, notamment le lundi matin quand il y a tous les rendez-vous de la semaine qui veulent être pris, et qu'on lui permette d'être dans l'accueil des patients, dans peut-être un care un peu plus important, enfin un soin apporté aux patients beaucoup plus important, et un rôle différent, celui d'assistante médicale et puis de secrétaire médicale, bah alors on contribue à l'IA for Good
au global. Et c'est plutôt comme ça que je le vois et comme ça qu'on le traite en tout cas aujourd'hui chez Doctolib. Et je voudrais juste ajouter que, peut-être que vous en avez fait l'expérience à titre individuel. Moi aujourd'hui, l'IA m'aide à faire plus vite des tâches que je ne faisais pas auparavant. Réfléchissez-y. Okay. Donc en tout cas, on va sur un scénario où on finalement se crée de nouvelles missions à plus haute valeur ajoutée et qu'on va faire parfois un peu plus vite. Donc moi je ne crois pas, effectivement, donc j'abonde par rapport à ce que tu disais, Jordan. Je ne pense pas que ça va être une disruption des temps de travail, mais par contre potentiellement pour nous en tout cas plus de valeur ajoutée dans nos activités quotidiennes. Super. Luciana, tu veux répondre ? Non, effectivement, je suis assez alignée. Je pense que, en fait, le fait de parler de ce remplacement des métiers, etc., en fait, c'est déjà votre rôle, aussi le rôle de la formation, d'accompagner ces transformations. Et je trouve qu'en fait, ça crée autour de la data et de l'IA un sujet de peur, plutôt que de le prendre comme un sujet qui est créateur de valeur et un objet créateur de valeur, et au contraire qui est rempli d'optimisme dans vos entreprises. Donc voilà, c'est plutôt ce message que je pense il faut faire passer aussi en interne et dans vos échanges sur cette crainte. C'est comment on fait de la data l'IA un outil qui va nous servir, qui va créer de la valeur, qui va être positif, nous aider à aller plus vite, voilà, avec toutes les nuances qu'il faut prendre aussi sur voilà, les enjeux légaux, juridiques, éthiques que ça entoure. Mais voilà ma réponse. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez formé un bon trinôme pour cette table ronde. On a senti que l'énergie a bien circulé. Merci beaucoup à tous les trois. Je propose de les applaudir.